Les grands changements tiennent souvent à peu de choses. À une rencontre fortuite, à une aspiration soudaine, bref. Souvent, on aurait pu passer à côté, à un cil, à un poil de pinceau. Ce qui suit en propose une illustration. Mais quelle peut être la relation entre un mage, un tableau et une révolution qui change notre conception de l'humanité? Le mage, le voilà. Le tableau est ici. Pour la révolution humanitaire, eh bien, il vous faudra attendre. Quel est donc ce mage révolutionnaire? Pour le savoir, rendons-nous à Champagné. Mais auparavant, nous vous donnons un autre indice. Le voici. La commune de Champagné, de 3800 habitants, est située en Haute-Saône. Elle possède une église, l'une des plus anciennes du département, qui a pour patron Saint-Laurent. Nous y sommes reçus par Élodie Lambert. Cette église, elle est d'un point de vue architectural très classique du style comtois. Vous avez vu son clocher à bulbe avec les tuiles vernissées. Elle a une particularité, c'est qu'elle abrite un carillon de 33 cloches. Et aujourd'hui encore, ce carillon a son maître carillonneur attitré qu'on peut entendre de Pâques à la Toussaint. Cette église, elle a été construite entre 1785 et 1788. Elle est en grès des Vosges. Elle a été reconstruite en fait pour remplacer l'ancienne église de Champagné qui était devenue trop petite et qui était très abîmée. Il a fallu d'ailleurs beaucoup de temps pour arriver à cette réalisation puisque Champagné était dans la gouvernance des princes abbés de Lure et pendant une quinzaine d'années environ, entre 1770 et 1785, les princes abbés et les habitants de Champagné se sont battus par procès interposés pour le paiement des travaux. Vous avez sans doute remarqué la très belle chaire qui est classée. Elle évoque les évangélistes, chacun d'entre eux étant matérialisé par son animal totem. Vous avez une lampe qui brûle de manière perpétuelle pour répondre aux vœux formulés par la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, venue à Champagné en 1683 et qui a fait don de 30 pièces d'or pour que cette lampe brille. La nef est supportée par des colonnes de grès vosgien. Je me suis laissé dire que dans cette église, il y avait un tableau assez étonnant qui a inspiré un élan révolutionnaire dans un domaine très important, celui de la lutte contre l'esclavage. Est-ce exact? Et si oui, où est-il? Ce tableau, les spécialistes de l'art le datent du début de la Renaissance, 1514 très exactement. C'est une peinture sur bois. Et donc cette peinture sur bois, on en a vraiment des traces concrètes au XIXe siècle, puisqu'on sait que l'évêque de Besançon voulait la faire vendre, considérant que les habitants de Champagné n'étaient pas assez instruits pour ce tableau. Les spécialistes de l'art disent qu'il est de la même facture que le retable d'Issenheim qui est présenté au musée Unterlinden de Colmar et qui est attribué à Grunewald. Alors on est toujours dans l'église de Bethléem, mais on est quelques jours après, au moment de l'adoration des mages. Et au premier plan, on a les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, qui viennent porter des cadeaux à l'enfant Jésus qui vient de naître. Il est dans les bras de sa mère, la Vierge Marie, symbolisée par son auréole, et Joseph, le père nourricier, est à l'extrémité gauche du tableau, caché par un pilier.
Pour les gens de Champagné, les Noirs sont des semblables qu'il faut traiter comme tels et donc, de ce fait, il faut mettre fin à l'esclavage des Noirs qui est justifié à l'époque pour des raisons économiques. Pour les gens de Champagné, les Noirs sont leurs semblables physiquement, mais aussi spirituellement. Et ils ont sans doute pu constater cela, non pas en rencontrant physiquement des esclaves, il n'y en avait pas ou très peu sur le sol de France, mais par le biais de cette adoration des mages, puisque sur ce tableau, il y a un homme à la peau noire. Il était bien connu, ce tableau des gens de Champagné, puisqu'ils le voyaient tous les dimanches en assistant à l'office dominical. Cet homme à la peau noire, c'est le roi mage Balthazar. Mais encore fallait-il qu'il sache que l'esclavage existe. Et il est fort probable que pour le commun des Champagneraux, cet esclavage, c'était sans doute quelque chose de très lointain, voire de totalement inconnu. On sait que les moyens de communication étaient extrêmement limités à l'époque et la question qui se pose, c'est comment ces gens en sont venus à se pencher sur le sort des esclaves noirs. De même, les gens de Champagné n'auraient pas abordé le sujet, non par indifférence, mais par ignorance. Et que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un homme instruit, imprégné des idées abolitionnistes. Dans la liste des signataires du cahier de doléances, il y a un homme qui correspond à ce portrait, c'est Jacques-Antoine Priclair, dont la pierre tombale du papa est dans cette église. Il était garde du corps du roi Louis XVI, il exerçait sa charge à Versailles, et le hasard de l'histoire a voulu qu'il soit en permission à Champagné au moment de la rédaction du cahier. On pense que c'est lui qui a parlé de l'esclavage. À la cour, on connaissait ce sujet. Il y avait parmi les gardes, par exemple, des planteurs, des gens qui avaient une plantation et des esclaves, mais il y avait aussi des gens qui étaient acquis aux idées abolitionnistes, qui commençaient à se développer sous l'impulsion de la Société des Amis des Noirs. À l'entrée du chœur, on trouve une très belle Vierge dorée, superbement fleurie. Et à partir de l'autel majeur, dans la chapelle nord, on retrouve ce très joli tableau. Cette œuvre remarquable, c'est un symbole fort de la lutte des habitants de Champagné contre l'esclavage. Ce tableau nous invite à aller plus loin, à comprendre quelle fut la suite donnée et la réussite de ses habitants. Pour cela, allons à la maison de la négritude. Mais auparavant, arrêtons-nous un instant au square André et Marie-Thérèse Olivier. On trouve une stèle qui rappelle les engagements des habitants de Champagné en faveur de l'abolition de l'esclavage. L'appellation négritude, elle est venue en 1971 pour remercier Léopold Sédar Senghor de son soutien. En fait, la relation du tableau et de la maison, elle est sans doute dans la prise de position des gens de Champagné. Comment ces gens pouvaient-ils prendre fait et cause pour des gens qu'ils ne connaissaient pas physiquement? Eh bien, le tableau, en leur permettant de se les représenter, leur a permis d'arriver à la conclusion que ces hommes, ils étaient leurs semblables physiquement, mais aussi spirituellement, même si la religion des esclaves était une religion imposée à l'époque, puisque, par exemple, dans les colonies françaises, le code noir faisait obligation d'enseigner les esclaves dans la religion catholique. Alors, vous êtes maintenant donc au cœur de cette maison, dont le pivot est en fait l'article 29 du cahier de doléances de Champagné. Il est d'ailleurs reproduit au cœur de cette maison, c'est lui que l'on voit en premier quand on entre dans ce lieu. Ce document, il était rédigé le 19 mars 1789 et inclus dans le cahier de doléances réclamé par le roi Louis XVI pour la préparation des États généraux. Sa particularité, c'est qu'il aborde le sujet de l'esclavage des Noirs, sujet
qui commence à être discuté au XVIIIe siècle et remis en cause, notamment par la Société des Amis des Noirs. Pour bon nombre de gens, à l'époque, l'esclavage des Noirs, c'est normal, en tout cas c'est légal, et rares sont ceux qui prennent fait et cause pour les esclaves. Dans les cahiers de doléances, ce sujet de l'esclavage, il apparaît à peu près dans 60 cahiers sur les 60 000 rédigés. Tous ne sont pas en faveur de sa disparition, loin de là. Vous avez par exemple Nantes qui demande à ce que les navires négriers soient protégés pendant les campagnes de traite. Et la particularité de Champagné, c'est que c'est le seul qui demande l'abolition de l'esclavage pour des raisons humaines, humanistes. Pour la première fois, à une époque où le noir n'est pas considéré comme un être humain, mais comme un bien mobilier, les gens de Champagné vont demander la fin de cette pratique parce que pour eux, les Noirs sont leurs semblables, semblables en humanité, semblables dans la religion. Peut-être faut-il y voir l'impact du tableau de l'adoration des mages dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais, si vous permettez, en quoi une simple commune, excusez-moi du terme, a-t-elle pu avoir une influence aussi importante ? Alors, c'est le message de fraternité développé par les habitants de Champagné qui reste aujourd'hui d'actualité. C'est un message précurseur, mais c'est aussi un message qui reste malheureusement très actuel parce que l'esclavage aujourd'hui et l'exploitation de l'homme sous toutes ses formes est loin d'avoir disparu, même si officiellement ils sont interdits partout. De par le monde, on estime qu'il y a entre 20 et 200 millions de personnes, c'est difficile d'être précis parce que ça se fait de façon cachée, qui sont privés de leur liberté, asservis et qui se consacrent à des tâches diverses et variées qui vont de l'agriculture à l'industrie en passant par les tâches domestiques ou la mendicité forcée. Les maquettes donnent une vision représentative de la dureté de la vie à bord pour ces hommes, ces familles qui ont quitté leur pays libre et qui sont confinés dans ce lieu qui sera fatal pour plusieurs d'entre eux. La maison s'ouvre à tous. Elle crée des événements pour les plus jeunes, des concerts de toutes sortes. C'est un lieu de rencontre. En fait, ce lieu de rencontre, c'est la vocation première des habitants lorsqu'ils se sont prononcés à travers l'article 29 de leur cahier de doléances. C'est donc un lieu à voir et une commune à découvrir. Et quelles sont les heures d'ouverture de la Maison de la Négritude ? Alors, pour les animations qui sont organisées de manière ponctuelle, j'évoquais les contes par exemple, tout est sur le site internet. Après, pour la visite, comme on l'a fait ensemble tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en groupe et automatiquement on fait la visite guidée, soit vous êtes en individuel et dans ce cas-là, vous avez le choix entre la visite libre ou la visite guidée du vendredi à 16h30. En sachant que dans le cadre des visites libres, on est toujours à la disposition du public s'il souhaite des précisions complémentaires. Ce n'est ni un musée, ni une maison comme les autres. Qui n'est pas sensible à la maltraitance, à l'enfermement, à un esclavage moderne ? On ne peut non plus oublier celui d'hier, il n'est pas si lointain. Ce lieu est un lieu de mémoire, bien sûr, mais aussi de réflexion sur soi et sur notre façon d'être, de comprendre les autres, de comprendre le monde, de vivre avec les autres. C'est une maison que je vous invite à fréquenter, à visiter et à comprendre.